Bonjour, je n'ai pas l'habitude de prendre parole de cette manière-là. J'ai l'impression de prêcher, ça me gêne un petit peu. Mais ça rappelle apparemment l'agora ancienne où les gens se rencontrent debout pour écouter des idées qui ont peut-être de l'importance. On m'a demandé de lire, de rédiger, de réfléchir sur une thématique libre pour une conférence ici au Maghreb du Livre. Donc je remercie les organisateurs, je remercie les présents, je remercie mes amis qui sont là, qui m'ont toujours accueilli. Je vais essayer de lire ce que j'ai préparé. J'espère ne pas trop vous ennuyer. Et j'espère pouvoir transmettre quelque chose d'utile, au moins des pistes de réflexion, des pistes d'interrogation. Je suis venu avec des questions, pas avec des réponses. Il faut se méfier des gens qui arrivent avec des réponses. Donc, je commence. Bonjour. Peut-être vous souvenez-vous de Funès. Il s'agit... Pardon, j'ai oublié de changer de lunettes. Tu passeras les feuilles à mesure, je te dis. D'accord. Ça change la vie. Hein. Exact. C'est beaucoup mieux, désolé. Donc, peut-être vous souvenez-vous de Funès. Il s'agit d'un personnage d'une nouvelle de Jean-Louis Borges, l'immense écrivain argentin, que l'on retrouve dans le recueil fiction sous le titre Funès ou la mémoire. Ce personnage, suite à une chute de cheval, devient hypermnésique, c'est-à-dire qu'il se retrouve capable de se souvenir de tout, jusqu'au moindre détail, vivant la tragédie inconcevable et presque divine de ne rien pouvoir oublier. Funès, un homme appliqué mais sans éclat, accablé de ce don inutile et poignant, est toujours décrit comme isolé, immobile, allongé, comme tétanisé par une vigilance infinie. La nouvelle raconte les péripéties de ce personnage pour surmonter son don et on y retient, outre le génie de l'économie, le rappel d'une loi ancienne. Le don vient toujours au prix d'une mutilation. Mon but ici est de vous faire retenir une première hypothèse. À l'extrême, le corps et la mémoire totale sont presque antinomiques. On ne gagne pas l'un sans perdre l'autre. Les morts le savent peut-être. Voici une autre histoire. Ce dernier été à Oran, sous un ciel brûlant que la mer en contrebas creusait, je me suis promené avec un grand photographe français et son épouse. On perdait des pas dans le vieux quartier de Sid el-Houari. Des piétons, français en apparence, absorbés dans la contemplation des vieilles façades en ruine, précautionneux et silencieux, on en voit parfois dans le pays. Mais rarement, il faut le dire, à cause de la peur ou des visas difficiles. Je fus cependant témoin d'une scène. Un homme s'approcha du couple français et leur posa cette question. « Le pays vous manque? Vous regrettez d'être parti ?» Pourquoi posa-t-il cette question? Parce qu'il croyait, comme le croit la mémoire algérienne, que tout Français a fait la guerre et que tout Français est nostalgique et que tout Français qui visite l'Algérie visite d'abord une mémoire. L'épouse du photographe eut l'élégance et l'intelligence de ne pas s'étonner et expliqua avec assurance qu'elle n'avait jamais mis le pied en Algérie et qu'elle n'avait aucun lien avec la colonisation. Ce malentendu presque théâtral m'amusa. L'histoire de Funès et ce dialogue à la Samuel Beckett entre un homme qui se souvient de tout et une femme qui n'était coupable de rien, sur le lieu déserté d'un crime ancien, ont un lien direct avec mon propos d'aujourd'hui et dont je vous propose le titre ambitieux et provoquant de « Que faire de l'ex-colonisateur ?» Pourquoi ce choix? Si la question semble abrupte, c'est parce qu'elle se révèle à moi depuis quelques années comme urgente, m'imposant de trouver une réponse comme condition impérative pour envisager un avenir et une vraie libération. Que faire de l'ex-colonisateur ne m'oblige pas en vérité à trouver une réponse pour lui, l'ex-colonisateur, et pour moi-même. La colonisation, œuvre négative, absolument injustifiable, a été la tragédie des siècles. Abruptement, après la victoire du conquérant, elle posa une question terrible, commune aux geôliers et aux chefs d'armée, aux fermiers comme aux prêcheurs zélotes, incommodante et encombrante pour le vainqueur d'autrefois comme pour son descendant aujourd'hui. Que faire du colonisé? Pour faire vite et atteindre mon propos, je vais résumer. À la question de que faire du colonisé, on répondit souvent par l'extermination. On tua, enterra, massacra. Des milliers de Caïns, inspirés par des milliers de corbeaux, ont enterré vivants des milliers d'Abel.
On retrouva en écho sublimé cette confrontation meurtrière dans des fables universelles comme Robinson face à Vendredi, Meursault face à l'Arabe. Le fait est que le que faire du colonisé n'a jamais trouvé une réponse qui ne fût pas un effacement. C'est ce crime nié depuis des siècles, converti en récit de conquête et exotisme, en devoir de conversion et humanisme unilatéral, qui explique aujourd'hui cette hypermnésie des ex-colonies. On veut s'y souvenir de ce que le déni veut effacer. Il suffit aussi de rappeler ce qui oblige les enfants des indépendances, dont je fais partie, à se souvenir sans faillir de la guerre et de ses actes, à réciter les chiffres et les pertes, et à se faire ventriloque des martyrs et des ancêtres. La sommation qui accompagne la naissance et se perpétue jusqu'à l'âge adulte est même proclamée dans les deux camps. D'abord, chez les miens qui refusent depuis si longtemps toute parole dissidente, une parole qui défend le droit au présent, plaide la liberté face à ce que Albert Memmi, dans le féroce portrait du décolonisé, nomme l'écrasement du présent. Toute parole qui se voudrait séditieuse est déchiffrée dans le braille des morts comme traîtrise, calcul pour obtenir les faveurs du colonisateur ou l'avantage d'une assimilation sous servitude. On donna même à cette dérive la noblesse dévoyée d'une discipline, le post-colonial. À l'excès, je pense qu'on en a fait une rente éditoriale, un refus et même un confort. Que faire en effet si on ne fait pas la guerre? Et que faire du temps à venir lorsque l'ex-colonisateur aura demandé pardon? D'un autre côté, dans l'autre camp en Occident, cette hypermnésie m'est aussi dictée comme devoir par ce qui confond culpabilité et compromission. Étrangement, j'ai découvert depuis quelques années qu'en Occident, si je ne joue pas au colonisé en colère, je cesse presque d'être visible et crédible. Mon discours manque alors le casting de ma condition. Faut-il rappeler que personnellement, je fus même sommé de garder le silence par ceux qui m'expliquaient qu'ils pouvaient mieux défendre ma cause que moi-même. Le post-colonial coupe la parole comme autrefois le colonial. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait tous que la colonisation est un meurtre, de mille et une façons, mais aussi que le souvenir de la douleur efface les traces du présent. Et ce déni du présent m'incommode. Dans son exagération optique, il me ravit le droit de parole, de procéder mien et fausse ma responsabilité. La précaution m'oblige à citer encore une fois Albert Memmi, guillemets, « dire la vérité à son peuple, même si les autres peuvent l'entendre et s'en servir, n'est pas ajouter à ses misères, mais au contraire le respecter et l'aider », écrit-il dans Portrait du décolonisé. Parce que né dans un pays qui a payé sa libération par la chair des siens, je sais que la colonisation a massacré. Mais est-ce une raison pour m'interdire la parole au présent? Est-ce que je dois refaire une guerre que je n'ai pas vécue ou jouir d'une liberté qui a été chèrement payée et qui m'était destinée? Et si parler sans cesse de la colonisation n'était qu'une autre façon de se dérober au présent? Et si la théorie du tout colonisation supposée expliquer nos malheurs n'était que l'alibi des hypermnésiques que nous sommes, allongés dans l'ombre, recluses, frappés du malheur de se souvenir de tout et de ne rien pouvoir faire de nos propres mains. La question de que faire du colonisé a toujours trouvé sa réponse dans l'inhumain. Mais cette question n'est plus la mienne depuis des années et sa réponse, si elle rappelle des crimes, nourrit plus ma mémoire que ma lucidité. Ce qui, peu à peu, se formule au fil de mes voyages est l'autre question, inédite, dangereuse, insolente et grave, outrancière et inquiétante, que faire de l'ex-colonisateur? Car nous en sommes là à cause du temps, des migrations ou des livres d'histoire. Dans une formidable rétraction, l'Occident, du moins à mes yeux, change de vocation, se replie et essaie de sauver, dans sa fuite vers ses terres, sa mission et ses frontières. Le voit-on? Aujourd'hui, l'Occident ne cherche plus à convertir, mais à ne pas être converti. Il ne veut plus civiliser la barbarie, mais préserver sa civilisation. Il ne veut plus incarner l'universel, mais s'en délester. Il faut imaginer en effet, sur une plage déserte, et son nom, un Robinson indécis jusqu'au désossement. Un homme pâle et interdit qui ne se mêle plus de l'affaire des cannibales, ni de leur souveraineté culinaire. Précautionneux sur les genres et les chairs, attentif aux différences et aux espèces, soucieux de la culpabilité de son estomac plutôt que de celle de ses idées. Ce qui attire ma réflexion, c'est la vigueur de son vis-à-vis qui, migrants, croyants, convertis, voyageurs, politiques, passeurs ou demandeurs de papier, banlieusards ou amateurs du post-colonial, se pose cette terrible question lancinante. Que faire de l'ex-colonisateur? Le dévorer?
Le voiler, le pendre, l'acculer, l'épouser, l'aimer, habiter chez lui ou le dominer? L'Occident est-il coupable? Oui, répond la mémoire. Alors, tuons ses enfants, ses descendants, puisqu'on ne peut rien contre ses ancêtres qui ont anéanti nos ancêtres. Alors, il ne faut pas que je me trompe sur le 13. Cette question du meurtre ou de la rencontre, ce solde intenté et définitif de la colonisation, est une question qui se pose à chacun. On ne peut plus l'éluder, sinon dans la complicité du meurtre. Dans le désordre, la question a imposé la réponse raciale du terroriste, raciale et radicale du terroriste. Mais elle peut aussi se décliner autrement. Oh, que faire de l'ex-colonisateur? Certains répondent par la loi du talion. Je vais habiter chez lui, prendre ce qu'il m'a pris, récupérer sa richesse qui fut la richesse des miens durant la colonisation, l'assimiler à ma culture au nom de sa démocratie, ou peut-être l'obliger à reculer au nom de mon droit. Je perpétue une colonisation par une autre, formule les plus insolents. Que faire de l'ex-colonisateur? Le culpabiliser sans fin sur la scène d'une hallucinante précision, celle de la mémoire totale. Peut-être faire du commerce avec lui ou lui demander des excuses, une réparation financière. Je peux aussi, au choix, en faire un partenaire stratégique ou un ennemi commode. C'est d'ailleurs cette dernière formule qui fait mode depuis des décennies. Un ex-colonisateur, si on ne peut rien contre lui, explique tout chez nous. L'état des routes, la ruine des villes, les fièvres du nationalisme, etc. On a même inventé, pour donner à l'excuse le verbe d'une nouveauté, l'expression de néocolonisation. Et si le terme désigne à juste titre des lois de prédation internationale patentes, il dérobe cependant sa tricherie pour se décharger de la responsabilité sur le dos de l'histoire. Je croise dans mes voyages, ici ou ailleurs, même ceux qui, à la question, répondent par le sarcasme et l'ironie sur l'ex-colonisateur imaginaire, le blanc, entre guillemets, honni et odorant, reconduisant les clichés du racisme et les facilités des théories totalisantes. Exilé inapte au bonheur, mais incommodé par la contradiction d'avoir fui des pays en échec, sublimé par la nostalgie, pour vivre dans des démocraties imparfaites, mais détestées, car rappelant sans cesse l'échec du pays natal. Là aussi, au « que faire de l'ex-colonisateur », on répond par « on en fait un sarcasme », c'est-à-dire une caricature. Guillemets, ironie du sort, le ressentiment est encore l'expression d'une dépendance, écrit Albert Memmi. Le catalogue peut être long et il suffit de quelques exemples. Au bout de cette réflexion, je veux conclure en soutenant que s'il n'y a pas de réponse parfaite à la question que je pose ici, en conditions paradoxales pour une véritable introspection, la question « que faire de l'ex-colonisateur » nous impose, quand on dépasse son prétexte, une autocritique qui tarde, une réévaluation de nos perceptions de l'autre, le procès strict du victimaire en nous et pose les prémices d'une imagination capable de nous recentrer sur nous-mêmes. Obscure ambition? Que non. Nous pouvons toujours peupler le ciel ou nos mémoires de nos croyances. Il ne s'agit en fait que de l'autre, l'humain qui nous fait face, dans la limite qu'il impose et le reflet qu'il propose, capable de nous renvoyer à nos vérités cachées. Et le sort, dans nos croyances de l'ex-colonisateur, les images que nous nourrissons de lui, l'entretien coûteux de son prétexte et la voie possible pour envisager la cohabitation, le dépassement, le fameux et vague vivre ensemble, un difficile retour sur soi et en soi. En somme, une guérison. Je ne me proclame nullement d'un savoir ou d'une approche universitaire pour parler de cette question, mais seulement de mon parcours. Je suis né dans un pays où, par manœuvre du régime, par utopisme ou par lâcheté, on a décidé de la primauté du souvenir sur le devenir, et encore plus sur le présent. Il m'a fallu nourrir par là une réflexion qui devait trouver un équilibre toujours suspect entre le devoir des mémoires et le droit au réel. Fatalement, et dès qu'on demande que cesse cette utopie de la rétrospection permanente de la mémoire de la colonisation, on fait face à ceux qui proclament une trahison, une servilité ou une soumission à l'adversaire. Mais si je me soumets encore plus à l'empire du souvenir, c'est au regard de mes enfants que je devrais faire face un jour. L'hypermnésie est, selon les spécialistes, une pathologie qui vous offre la mémoire de presque tout, mais dans le désordre de la qualité et des sens. On se souvient du futile comme de l'héroïque. Cette pathologie aboutit, dit-on, à un lien malaisé avec le réel, paranoïa, soupçon, impuissance, délire. Elle se double même d'une difficulté encore plus perverse, la perpétuation. Aujourd'hui, alors que démographiquement, la génération des colonisés et des colonisateurs s'est épuisée,
On fait face, à cause d'une mémoire non soldée d'un côté et d'une hypermémoire de l'autre, à un jeu de rôle et de surenchère entre descendants. En Algérie, certains observent aujourd'hui ce phénomène qui s'offre comme inexplicable d'une mémoire fausse, plus vive de la colonisation chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Exacerbée par les réseaux sociaux et le régime qui ont fait son fonds de commerce, la guerre fantôme et imaginaire à une France imaginaire prend des apparences qui confinent au grotesque. Souvent, on m'interroge sur ce mystère inattendu, alors qu'on prévoyait une extinction du trauma par le bénéfice du temps passé. La vérité est que l'intensité de cette hypermnésie qui reconstruit l'épopée est proportionnelle au vide du présent, à l'échec et au déficit de sens. Le huis clos du colonisé-colonisateur aboutit à un insondable malentendu qui voit ceux qui n'ont jamais colonisé un pays se faire juger par ceux qui n'ont jamais vécu la colonisation. Les deux camps, l'un entretenant l'amnésie et l'autre l'hypermnésie, refaisant dans l'absurde une guerre depuis longtemps finie. Je conclus par un retour sur Funes, le personnage de Borges. L'auteur argentin raconte dans sa nouvelle que cet homme condamné à se souvenir de tout en arriva même à vivre une ultime dépossession en essayant de tirer profit de son don malheureux. Je le cite, entre guillemets, « 2 ou 3 fois, il avait reconstitué un jour entier. Il n'avait jamais hésité, mais chaque reconstitution avait demandé un jour entier. » C'est-à-dire que Funes perdait un jour à se souvenir de ce jour. N'est-ce pas là parfois ce qui nous coûte de revisiter la mémoire à ne plus en finir? Je devine que cet avenir de pleine conscience de soi et des siens procède plus de l'utopie que de la possibilité immédiate. Une histoire mêlée d'affects et de blessures, de peur face au présent et de culte des ancêtres, de récits épiques et de futurs angoissants, d'amnésie et de déni empêchera l'avènement immédiat. Je devine qu'il est même difficile de comprendre, pour certains, cette lueur que j'essaie de convertir en mots. Mais cela ne peut pas empêcher d'en parler et de se faire l'avocat de cette ultime indépendance, celle qui nous impose de se libérer de nos faiblesses au lieu de continuer à plaider la faute de l'autre et de continuer l'apologie encore indépassable de la victime. Cette espérance incomprise exige la patience mais aussi l'indifférence face au procès en traîtrise, aux facilités de ceux qui condamnent et insultent, surtout à l'époque des réseaux sociaux. Même avec l'effort, il est encore difficile de faire la part des choses et la part des morts. Il reste ardu dans nos géographies de plaider pour le présent et la responsabilité et de récuser l'apologie de la douleur et le dolorisme. Si aujourd'hui je ne veux plus faire le procès de l'ex-colonisateur, ce n'est pas par oubli ou facilité. C'est juste que retenir ce rôle pour mon adversaire impose de se désigner soi-même comme ex-colonisé. Or, je ne le veux pas. Je suis libre. Je me rêve acquitté des immobilismes de la mémoire. Je cite entre guillemets, « La colonisation fut une spoliation dans tous les domaines. Inutile de revenir là-dessus. Il est plus judicieux de voir ce qu'il en reste et de ne pas lui attribuer ce qui n'est plus. » Conclut Albert Memmi, très lucide. Merci pour votre patience.